En quelques jours, la conception 3D et les imprimantes 3D sont passés de jouets occupationnels pour bricoleurs un peu geeks à outils pouvant sauver des vies. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Dès l'arrivée du Covid-19 en Europe, il a fallu se rendre à l'évidence. La France était très mal préparée à l'afflux de malades dans les hôpitaux, notamment au niveau du matériel. Face à cette situation inédite et à ce besoin urgent, une armée de makers s'est mise en ordre de marche. Ces bricoleurs modernes fabriquent depuis plusieurs semaines des milliers de visières anti-postillons et de connecteurs pour respirateurs à destination des personnels qui se trouvent en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Ces équipements sont souvent fabriqués et distribués localement, par des particuliers d'abord, qui communiquent via des groupes Facebook organisés par région, par des Fab Labs ensuite, qui mettent à profit leur savoir technique et leurs ressources humaines pour faire tourner jour et nuit leurs imprimantes 3D et découpeuses laser. Dans cette vidéo, un peu inhabituelle pour moi, je vais vous parler des origines de cette force du bien, de l'histoire de son réveil lorsqu'un enjeu de taille s'est présenté et des moyens à votre disposition si vous souhaitez aider vous aussi et participer à cet élan collectif. Les équipements dont nous parlons ne sont pas labellisés, ils sont perfectibles, mais ils ont été conçus et fabriqués en un temps record. Comme l'a dit le président Macron, c'est une guerre, et en temps de guerre, il faut être réactif, rapide, à défaut d'être parfait. Chaque jour, les visières protègent des soignants de la contamination. Chaque jour, les connecteurs Charlotte évitent des trachéotomies à des patients sous respirateur. C'est en 2013 qu'arrivent vraiment les imprimantes 3D grand public en France, lorsque le FabShop devient distributeur français de la marque MakerBot et que la première Tobeca est présentée à la Maker Faire de Saint-Malo. Je le sais, j'y étais. Au début, et pendant plusieurs années, les imprimantes 3D sont considérées comme chères et difficiles à utiliser. Leur usage est réservé à une minorité de geeks bricoleurs. Mais au fur et à mesure que les années passent, les choses changent et ce procédé s'ouvre à un public moins spécialiste. Plusieurs raisons à cela. D'abord, la fiabilité et l'accessibilité des imprimantes 3D augmentent. On a maintenant un certain nombre de modèles qui sont abordables, fiables et documentés. Ensuite, les imprimantes 3D ne sont pas venues seules en France. Elles ont entraîné dans leur sillage, depuis les USA, la notion de Fab Lab ou laboratoire de fabrication. Partout en France, des rassemblements de bricoleurs voient le jour, qu'ils soient associatifs ou privés. Et le point commun de tous ces lieux de bidouille est qu'ils se façonnent autour d'une ou plusieurs imprimantes 3D qui jouent vraiment le rôle d'agrégateur initial. Et enfin, parce qu'une barrière majeure se lève doucement, cette barrière, c'est l'accès à la conception 3D. La conception 3D sur ordinateur individuel est quelque chose de relativement récent, à cause de la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner les logiciels. Cela fait seulement une quinzaine d'années que les PC grand public en sont capables. Avant cela, il fallait avoir fait des études de conception mécanique, comme moi, ou de design, pour avoir accès à ces logiciels, car ils tournaient sur des grosses stations de travail, des ordinateurs dédiés à cette tâche. De ce fait, à cause de cette chronologie, peu de gens savent dessiner en 3D à l'arrivée des imprimantes 3D en France. Et pour monsieur tout le monde, cela semble carrément hors de portée. Là encore, l'accessibilité augmente très vite, poussée par l'évolution des ordinateurs et des cartes graphiques et par la vague d'enthousiasme des utilisateurs. De nouveaux logiciels voient le jour et d'autres sont adaptés. On peut par exemple citer 3D Slash, un logiciel pour les débutants, ou SketchUp, dont je suis particulièrement fan et qui est devenu très polyvalent à cette époque. Toutes ces évolutions nous amènent aux alentours de 2016-2017. Là, on est bon. Le matos est au point, les logiciels aussi, et de plus en plus de gens se forment à la conception 3D. L'armée des makers est en place. Mais force est de constater qu'elle reste cantonnée. Il y a plein d'initiatives sympas, mais elles rayonnent peu finalement au-delà de la sphère des makers et l'impression 3D reste malgré tout une pratique relativement confidentielle. Ceux qui avaient prévu son avènement en quelques années dans tous les foyers en sont pour leurs frais. Pour le moment, c'est Netflix qui a gagné. La population des makers grandit régulièrement grâce aux réseaux sociaux et à la transmission des savoirs sur Internet. Des groupes Facebook et des chaînes YouTube grossissent, de nouveaux Fab Labs apparaissent
Ils sont finalement toujours assez peu connus du grand public, mais chaque jour, leurs rangs grossissent. Et chaque jour, de nouveaux arrivants découvrent et s'approprient leur lexique garni d'anglicismes et de termes techniques. Une communauté importante est née, mais il lui manque toujours un challenge pour montrer la pleine mesure de son talent, pour se révéler au grand public et interagir massivement en dehors de sa propre sphère. L'adversaire, la quête, le challenge, ce sera la pandémie de Covid-19 et le déficit chronique en équipement qui l'accompagne. Le déclic, ce sera l'article d'un maker d'exception. Le 6 mars, 11 jours avant que la France n'entre en confinement, un premier design de face shield, littéralement bouclier de visage, est déjà publié sur Internet par un maker. 17 mars, la France entre en confinement. Le 18 mars, l'entreprise tchèque Prusa Printers, fabricant d'imprimantes 3D très connue des makers, publie sur son site internet une version redessinée du Face Shield. Ils expliquent qu'ils ont été sensibilisés à la pénurie d'équipements par le post d'un soignant sur Facebook. En quelques jours et en coordination avec l'hôpital de Prague, ils ont mis au point un modèle de visière et délivré un premier lot de visières aux soignants. Les publications de Prusa Printers sont très suivies par les makers, car son fondateur, Joseph Prusa, est un personnage majeur de l'histoire de l'imprimante 3D individuelle. L'article fait le tour de la planète en quelques clics et déclenche un véritable raz-de-marée d'action, notamment en France. Le design de Prusa est très vite repris et modifié pour être plus facile à produire par des particuliers. La visière est notamment remplacée par des rhodoïdes A4 pour dossiers reliés, faciles à provisionner. Le 22 mars, seulement 4 jours après la publication de l'article, un premier groupe Facebook voit le jour pour diffuser les fichiers et mettre en relation les makers producteurs et le personnel de terrain en demande. Très vite, il fait des émules et des groupes locaux apparaissent dans les régions de France. Au début, les makers fabriquent essentiellement des visières de protection contre les postillons, comme ceux que je suis en train d'envoyer sur la caméra, qui servent à protéger le visage des soignants autour des yeux, entre le masque et la charlotte qui recouvre les cheveux. Le mouvement prend très vite de l'ampleur. Sur le terrain, cette aide inattendue est relayée et remerciée sur les réseaux sociaux, accentuant encore le phénomène. Mais les makers ne savent pas seulement utiliser des machines. Un certain nombre d'entre eux sont très à l'aise avec la création de sites internet. Plusieurs initiatives voient le jour en un temps record. Tout d'abord, des sites pour documenter les process de fabrication et de désinfection. Et ensuite, des sites pour mettre en relation les personnels en demande avec les makers capables de produire, de façon un peu plus centralisée qu'avec les groupes Facebook. Chez Prusa, le design est relativement amélioré suite au retour du terrain et les process de stérilisation sont mis en place sur le lieu de production et surtout documentés à l'usage des makers. Très vite, ils produisent 1000 visières par jour. En Italie, sollicité par un médecin qui leur soumet l'idée, l'entreprise Isinova crée les fichiers de connecteurs qui permettent de transformer un masque de plongée Decathlon en masque de respirateur. Les fichiers de la Charlotte Valve et de la Dev Valve sont mis à disposition des makers avec la documentation nécessaire à leur fabrication et utilisation. Rapidement, les makers français ajoutent ces pièces à leur catalogue tout en continuant à turbiner du cerveau pour inventer de nouvelles façons de suppléer le manque d'équipement. Des tutoriels vidéo sont postés sur YouTube pour fabriquer soi-même des masques de protection en tissu. Car les makers, ce ne sont pas seulement les utilisateurs d'imprimantes 3D, ce sont aussi tous les bricoleurs, couturières et artisans qui aiment partager leur savoir. Devant la multiplicité des initiatives, les makers se coordonnent et un groupe de bénévoles lance le 31 mars le site Covid Initiative qui recense 10 jours plus tard plus de 130 designs d'outils de lutte contre le coronavirus et plus de 400 lieux de production répartis sur tout le territoire français. Tout ça en moins de 15 jours. La rapidité, la diversité et l'intelligence de la réaction de cette communauté, en dehors de tout soutien étatique, est sans précédent. Le réseau français des Fab Labs estime qu'environ 100 000 visières ont été produites en 2 semaines par 5 000 bénévoles, sans compter tous les matériels annexes, valves, masques, etc. Toutes ces initiatives sont d'ailleurs plébiscitées au niveau local, où les makers apportent, souvent à leurs frais, des solutions d'urgence pour pallier au manque. Cependant, le 9 avril, le site Makery tire la sonnette d'alarme. Engagés dans un marathon démarré en sprintant pour faire face à l'urgence de la situation, les makers commencent à s'essouffler et à manquer de moyens.
Si la reconnaissance des équipes de terrain fait du bien au moral, les curieux expliquent que le manque de reconnaissance de l'État et de soutien aux approvisionnements en matières premières est un vrai risque pour la pérennité de l'aide fournie par les makers. Tenir sur le long terme suppose en effet d'être aidé pour la fourniture des matières premières et des pièces détachées des machines de production, tout en entretenant le moral des troupes qui travaillent non-stop et ont aussi une vie à gérer à côté. Dans les semaines à venir, ce mouvement vous sauvera peut-être la vie ou celle d'un de vos proches. Le chemin me semble encore long pour juguler cette pandémie et sortir du confinement. Alors, ça me semble plus que judicieux, de la part de chacun d'entre nous, de les soutenir de toutes les façons possibles. Vous aussi, à votre niveau, selon vos possibilités, vous pouvez dès aujourd'hui devenir un maker ou soutenir les makers. Voici concrètement comment vous pouvez faire. Je vous invite en premier lieu à voir s'il n'y a pas déjà une initiative à rejoindre près de chez vous. Ils ont peut-être déjà des moyens de fabrication, un process rodé et ont essentiellement besoin de bras et de personnes disponibles pour les aider et les motiver. Faites cependant attention à ce que toutes les précautions soient prises en matière de protection individuelle et de désinfection. Et si vous devez sortir de chez vous, n'oubliez pas de vous protéger et de vous munir de votre attestation. Si rien ne vous inspire, ou que vous êtes isolé, ou tout simplement d'un tempérament solitaire mais solidaire, ce n'est pas un souci, voici quelques suggestions. Tout d'abord, fabriquez des masques faciaux en tissu. Ils seront évidemment moins efficaces que des masques industriels, mais si vous les réalisez soigneusement et avec un tissu serré, ils constitueront une barrière à la transmission du virus par les micro-gouttelettes. Je vous mets en description le lien vers une étude de 2013 de l'université de Cambridge, il y a 7 ans. En plus, les masques de l'étude avaient été réalisés avec le tissu de t-shirt, ce qui n'est pas un tissu particulièrement serré. Avec un tissu serré et plusieurs couches, vous augmentez l'efficacité du masque. Il n'y a même pas besoin de savoir coudre ou de disposer d'une machine à coudre. On trouve des tutoriels à base d'élastiques à cheveux ou de trombones de bureau. Je vous mets quelques tutoriels en lien dans la description de la vidéo, ainsi que les recommandations de la FNOR. Je vous conseille notamment les modèles à plis qui permettent d'utiliser un tissu serré tout en garantissant l'adaptation au visage. Et puis, montrez l'exemple. Portez-les quand vous sortez, distribuez-en à vos voisins et aux personnes âgées autour de vous. Et joignez avec une feuille leur indiquant les précautions à prendre. Les laver souvent et au moins à 60 degrés. Les porter toujours dans le même sens, ne pas les inverser. Les enlever sans toucher la partie en contact avec le visage. Et les porter systématiquement dès que vous sortez. Si vous avez une bonne capacité de production, parce que vous êtes une couturière émérite par exemple, pensez aussi à les proposer aux soignants. En Île-de-France, jetez un coup d'œil du côté de l'initiative La tête dans les masques, qui peut vous fournir des kits de tissus techniques prédécoupés que vous aurez juste à coudre et qui sera utilisable par les personnels hospitaliers parce que le tissu utilisé le permet. L'avenir sera au port stylé du masque, qu'on se le dise. Si vous êtes possesseur d'une imprimante 3D et en mesure de vous en servir régulièrement, vous pouvez vous lancer dans la production de visières anti-postillons. Je vous mets dans la description de la vidéo des liens vers des ressources qui vous permettront de savoir par où commencer. Attention quand même au confort des visières. Les modèles les plus rapides à fabriquer, sans élastique, comme celui qu'on voit fréquemment sur YouTube, ne sont pas forcément les plus confortables et l'écran est parfois un peu trop près du visage, bien qu'il existe une deuxième version avec l'écran un peu plus éloigné. Je vous conseille toujours d'imprimer d'abord un exemplaire du modèle que vous choisirez et de le porter pendant au moins 1 heure pour voir si c'est tenable sans migraine. Il faut quand même penser aux gens qui vont l'avoir toute la journée. Portez-le en même temps qu'un masque pour voir ce que ça fait sur le long terme. Si la visière est trop proche du masque, vous pouvez par exemple avoir de la buée. Vous verrez que les modèles à élastique sont plus complexes au niveau des approvisionnements, mais ils sont plus confortables pour les soignants. Une autre piste, vous pouvez proposer aux infirmières de leur imprimer des crochets qui servent à ouvrir les portes, appuyer sur les digicodes ou appeler les ascenseurs sans toucher les poignées et les boutons. Elles vous en seront reconnaissantes. Ce sont des objets à désinfecter régulièrement, mais ça, elles ont l'habitude. Et si vous n'avez pas la place ou le temps de produire à la maison, que faire? Pas de problème. D'autres possibilités s'offrent à vous. La première est tout simplement de partager l'information, car c'est un outil extrêmement puissant. Cette vidéo par exemple, mon audience est faible par rapport aux autres chaînes YouTube,
Mais si vous partagez la vidéo, que vous la commentez et que vous la likez, le pouce vers le haut, elle sera recommandée par YouTube et peut rapidement être vue par des milliers de personnes. Et ce sera toujours autant de petits relais d'information qui soutiendront le mouvement des makers dans sa lutte contre le Covid-19. La seconde, c'est tout simplement de réfléchir et de trouver en vous une façon d'aider qui soit compatible avec vos propres contraintes. Je suis par exemple dans ce cas. Dans un premier temps, j'ai voulu fabriquer des visières, mais rapidement, je me suis fait rattraper par les contraintes liées au confinement, au bruit de mon imprimante et à l'organisation familiale, à mon activité professionnelle. J'ai donc trouvé ma propre façon de participer et j'agis de deux façons. La première est de réaliser cette vidéo que vous regardez pour mettre autant que possible ce mouvement en lumière et inciter un maximum de personnes à passer à l'action. La deuxième, c'est que comme je suis fan de conception 3D et que je suis en train de mettre en place un site internet sur le sujet, eh bien j'ai inclus dans mon travail l'amélioration du design 3D de la visière sans élastique dont je vous ai déjà parlé pour la rendre plus confortable. Avec ces quelques idées, vous êtes en mesure, vous aussi, de participer. Voilà, je vous ai fourni de l'information, je vous ai fourni des idées. Maintenant, c'est à vous d'agir. Selon moi, quand même, un mouvement d'une telle ampleur, d'une telle intelligence, d'une telle utilité ne doit pas être laissé sans soutien. Donc, partagez cette vidéo. Si vous connaissez des politiques ou des élus, sensibilisez-les. Vous pouvez probablement faire bien plus que vous ne l'imaginez. Donc, n'hésitez pas à agir. Portez-vous bien et prenez soin de vous.